Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 17e épisode de TSI, le podcast francophone du saut à ski et du combiné nordique. Et comme chaque semaine, je suis avec Romain @geox120. Comment ça va Romain ce soir? Ça va. Là, franchement, on peine à se remettre d'un week-end plein d'émotions parce que on va pas faire de suspense plus longtemps. J'étais à Chonard samedi, alors pas dimanche, mais beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses aussi que les athlètes nous ont dit. On vous promet un super épisode. Et toi, t'es prêt à te Voilà. lancer? Bah écoute, moi je suis pas allé à Chonard, mais je débrieferai avec plaisir de ces épreuves. Et puis du coup, on va attaquer par le combiné nordique de Chonard où tu as été le samedi. Tu as pu voir la compétition masculine et la compétition féminine. Oui, et puis là, franchement, enfin, c'était une journée magnifique. Il faisait beau déjà, la neige était présente et il y avait beaucoup de Français. Je pense que là, c'est certainement l'épreuve de la saison où il y avait le plus de Français, hein, parce qu'il n'y a pas eu Chenève. Et il y avait en fait les familles et amis côté Mathéo Beau et côté Antoine Gérard, et ça donnait une ambiance. Ils s'étaient donné comme mission de faire plus de bruit que les Allemands. Et on va vous mettre un petit extrait, vous allez voir. Je crois qu'ils ont réussi leur mission. An der Schranke für Matteo Wieder vom Play. Erfolgreich. Est-ce que ça s'est entendu aussi à la télé? Ah oui, bah, moi du coup en plus, comme tu m'avais dit, exactement ce qu'il fallait entendre, j'ai reconnu à chaque fois, nos amis donc non, non franchement, superbe ambiance et c'est vrai qu'on sentait même, la réaction des Français, après le saut, qui faisaient un petit coucou vers le coin, de la tribune où tu étais avec les supporters français. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que bah, on a eu des concours de saut les 2 jours du week-end. On va commencer par samedi avec en gros le jury de bonne humeur, je pense, qui avait laissé beaucoup d'élan. On a quand même eu la ligne verte qui s'est baladée entre les 105 et les 110 mètres sur un HS100 pendant une grande partie des épreuves, ce qui fait que bah, finalement tous les sauteurs, on a gardé finalement les classements habituels avec les écarts un peu habituels des épreuves, sauf que tous les sauteurs étaient contents en fait. Et le premier sauteur français à s'être élancé, c'est Gaël Blondeau, et il était satisfait de son saut, qu'il trouvait très intéressant. On vous le laisse écouter sa réaction. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment t'as senti ton saut là? C'est allé loin? Ouais, c'est plutôt bien, c'est constructif là depuis que je suis arrivé à Chonard, donc c'est ça qui est cool. Je fais des sauts plus dans l'amplitude que ce que j'ai attaqué le week-end dernier, donc c'est dans cette idée-là que je vais progresser et passer des paliers quoi. Super, merci. En plus, il y a la sélection pour Planitza qui est arrivée cette semaine. Ouais, C'est un soulagement? c'est un soulagement, ouais. Après, c'est sûr, hein, je suis extrêmement content d'aller au championnat du monde. Et par contre, il faudra être prêt pour y performer. Et voilà. Ça marche. Bah, merci et puis bonne course de fond. Alors, tu as vu un témoignage du jeune Gaël, pas mal, qui allait marquer ses premiers points de la saison. Ouais, tu es tombé exactement sur le premier gros week-end de Gaël Blondeau. On reviendra sur ses résultats. Ça a été, son meilleur week-end de la saison et du coup, il était confiant, de sa capacité à sauter. Après, le deuxième Français qui s'est lancé, c'est Antoine Gérard. Et là, c'était quand même un peu plus la soupe à la grimace. Il a pas réussi un beau saut. Et donc,
On l'a laissé aussi, on l'a laissé tranquille, mais il a tout donné après sur la course de fond. Le troisième Français à s'élancer, c'était Laurent Mulet-Thaler, ce qui a permis aux supporters jurassiens de bien se lancer. Et là, il nous fait un super saut. Tu te souviens de sa distance? Non, pas de tête, je t'avoue. Il a fait 97 mètres, donc là sur le HS 100. L'ambiance est vraiment montée d'un cran. Et, euh, et à l'interview, il nous a donné un message qui va prendre toute sa saveur quand on va débriefer le reste du week-end. Bonjour Laurent, super saut, dans une belle ambiance. Ouais, super saut. Ouais. Comparé à hier, je m'étais mis un peu en difficulté. Aujourd'hui, j'ai bien dressé la barre, du monde, pas mal de Français pour nous encourager. Donc c'est une belle journée. Ouais. Ok, on sera tous près de la piste pour le ski de fond. Des bonnes sensations aussi à l'entraînement. La forme remonte bien là sur les skis, donc ça va faire des gros groupes. Va falloir être malin, mais je suis assez confiant. Eh ben, on compte sur toi. Merci. Donc tu vois là, Laurent, il nous parle de ces sensations en fond qui reviennent. C'est pas mal quand on y pense maintenant. Bah, c'est vrai que quand on verra ce qu'il a fait le dimanche, ce qu'il t'a dit, c'était prémonitoire, par rapport à son résultat. Et enfin, le quatrième sauteur français sur cette épreuve, donc à ce moment-là, le meilleur français de la Coupe du Monde, c'est Matteo Bo, donc devant ses proches. Et il nous parle dans l'extrait de l'ambiance et il nous parle aussi de son ambition sur samedi, qui est d'aller chercher un top 10 ou mieux. Félicitations pour ce beau saut. Qu'est-ce que tu as pensé de ces sensations? C'était super, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fans supporters français aujourd'hui, donc on est comme à la maison, donc ça fait plaisir d'être ici avec le soleil, donc une belle journée qui commence, ça devrait jouer le top 10 aujourd'hui. Et prêt à tout donner sur le fond alors? Ouais, très prêt, ça va être une belle baston, il y a du monde et voilà, on va aller chercher ce top 10 ou mieux et on va tout donner. On va t'encourager et puis on se revoit après. Ça roule, merci. Ben, merci à toi. Et comme Laurent, je crois qu'on peut dire que c'est mission accomplie. Ouais, et d'ailleurs sur le saut, ils ont fait la même distance de 97 mètres. Il a eu 54 au juge, Laurent a eu 53,5. Et comme Matteo et le vent, c'était quasiment pareil. Et du coup, ils ont eu 0,9 d'écart, qui équivalait quand même à 3 places. Trois 9e places. pour Matteo et 12e pour Laurent. Oui, et je crois que c'est Laurent qui nous dit dans l'interview aussi que il allait falloir être malin et il allait avoir des groupes. Donc on voit aussi là tout de suite. Enfin, il m'a parlé, je sais pas, 2 minutes après son saut. Tout de suite, on voit qu'ils sentent vraiment la course et qu'ils connaissent bien leur discipline parce que analyser tout de suite qu'il allait avoir des groupes, quand on sait ils ont fait la course dans un groupe d'une quinzaine de coureurs, ça montre aussi une grande lucidité. Ouais, et puis d'ailleurs, il y a eu un groupe, le groupe Julian Schmidt, puisque Schmidt était à 49 secondes, Matteo 50, Greiderer 51, Akito 52, Müller-Thaler 53, Grabach 54, Weber 54. Donc ce gros groupe-là, avec les locomotives que sont Grabach et Julian Schmid, était prêt à se lancer aux trousses des meilleurs, et notamment de 2 Japonais qui ont dominé ce premier concours de saut. Oui. Euh, du coup, Ryota Yamamoto, mais on fait pas de suspense, il a abandonné la course de fond en méforme, il a été malade les semaines précédentes. Et Yoshito Watabe, le frère de Akito, qui a réussi à garder une place dans le top 15, mais à l'arrache, quoi. Il s'est battu comme un fou. Et c'était pas le seul Watabe en forme du week-end, parce que son frère Akito a monté, je crois, ses meilleures performances du week-end, de la saison. Ah bah, ouais, à Quito, c'est sûr, ça faisait très très longtemps, en fait, comme tu dis, hein, de toute la saison, on l'a pas vu à ce niveau-là. Et du coup, ça faisait bien plaisir parce que ça reste un combinard emblématique. Et notamment, le samedi, il fait 11e et le dimanche, il fait 5e. Ouais, voilà, donc là, on retrouve Akito à l'approche des championnats, donc c'est pas mal. Et donc la course de fond samedi était vraiment une très très belle course de combiné avec tous les ingrédients du combiné, un petit groupe devant, un gros groupe derrière avec même d'une certaine façon des relais un petit peu qui se passaient. On a vu sur les 2 premiers tours les Allemands du coup du groupe Matteo Bo, là, du groupe de la 5e à la 15e place, les Allemands d'abord faire le rythme pendant la moitié de la course et à la mi-course,
dans la grande montée, c'est Einar Luras et Jürgen Grabach qui prennent les choses en main. Et là, on se dit qu'il va falloir quand même s'accrocher pour les Français, et visiblement, ils se sont accrochés assez facilement. Non, mais c'est vrai ils ont fait, des bons temps de ski. Laurent Multhaler fait, le, 9e temps de ski, et Matteo le 13e temps, et c'est des temps qui sont, très, très proches, des meilleurs puisque, Laurent Multhaler, est à 46 secondes de, Jens Lura Softebro, et Matteo aussi puisque, comme tu l'as dit, ils étaient dans le groupe avec Julian Schmidt, avec Einar Luras qui lui a fait le 6e temps en faisant, 1 seconde de mieux que Laurent Multhaler, donc ça annonçait déjà, une bonne performance. Et on a retrouvé devant, bah, comme tu l'as dit, les deux Japonais, dont un a abandonné et l'autre a été lâché. Un groupe de trois, Lamparter, Öftebro et Ilves. Oui, c'est ça. Et un pauvre Ilkka Airola qui a été en chasse-patate, pour reprendre le terme cycliste, pendant toute la course. Il était à quoi, 15, 20 secondes, parfois un peu moins, de devant de Louras et Lamparter. Et en même temps, il allait pas volontairement perdre des places et laisser revenir le gros groupe Schmidt-Grabach français. Et donc, on y a cru. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? Est-ce que Ilves va tenir? Est-ce que Ilves va pas tenir? Bah, Ilves, il a tenu et il a pris son premier podium de la saison, si je dis pas de bêtises. Et devant, on a eu un duel au sommet, et c'est aussi le duel pour le globe. C'est ça qui fait que cette course était encore plus excitante. Ouais, et puis, bah, comme tu l'as dit, hein, Christian Ilves qui fait, son meilleur résultat, il avait fait, 2 4e places. Il n'avait pas encore fait de podium cette saison. Et donc, le mano à mano, le premier jour, c'est, Jens Luras qui a battu, Johannes Lamparter, pour s'adjuger, le premier concours de Schonard, et donc, donner, la victoire à un Norvégien, sachant que le meilleur temps de ski a été, accrédité à Jacob Lange, devant son public, qui termine 10e en partant 23e du saut. Et Jens Loras qui passe la ligne en montrant son dossard best skieur, là, c'est pas mal, hein. C'est pas, enfin, je trouve que c'est assez charismatique pour dire, regardez, vous m'avez vu. Et d'ailleurs, Yamamoto, il a fait la même chose au saut dimanche en montrant best Oui. jumper. Je trouve que c'est sympa qu'il joue avec ce côté, ces dossards. Ça rajoute un peu du piment. Surtout que Jens Bah, Loras, là où je te... non, non, on a l'impression qu'ils sont libérés depuis que Rieber, n'est plus là. Et c'est vrai que, la piste, permettait un peu d'avoir un peu parce qu'en fait, sur cette piste de Chonard, que donc tu as pu expérimenter, c'est une piste où on se voit, hein, je crois, à peu près, Oui, tout toute le la temps. course, Ouais. qui est un peu en dévers parce que c'est une piste qui est sur les champs, de la forêt noire, et du coup, ça doit pas être une piste facile, mais il y a pas non plus de grosses montées à part, je crois, à la fin là. Bah, il y a, Pas non non, elle plus, est vraiment pas facile. Il y a la piste au milieu, c'est une grosse, et le reste, c'est des montées, on va dire, plus classiques, mais il y a une grosse montée au milieu. Et il y a le retour sur le stade qui a l'air de rien, qui, je pense, à l'entraînement, c'est un petit faux plat. Et en fait, au bout du kilomètre, il fait des écarts, quoi. On voit Lamparter Mmh. qui prend 8 secondes en 300 mètres, hein. Ils arrivent à ce faux plat ensemble. Et Lamparter, il a fait le rythme pendant 10 kilomètres. Et Octobro, si on reste à nouveau dans les allégories cyclistes, il a sucé la roue pendant 9 km et demi. Et puis bah, il dépose Lamparter. Bon, il avait pas l'air énervé, Lamparter, mais tout de suite au tremplin, enfin au stade avec les autres, on s'est dit, il était filou quand même, Octobro. Ouais, ouais, il a été filou, et c'est vrai que bon, il y avait pas trop de suspense parce que quand même, on l'a pas dit en introduction, mais donc il manque Rieber, qui se concentre pour les championnats du monde. On a Geiger qui était malade, la semaine d'avant et qui, je pense, du coup l'est aussi. Il y avait Röhrl qui n'était pas là, Stefan Rettenegger non plus, Johannes Rübzek non plus, Eric Frenzel Frenzel. non plus. Donc, il y avait pas mal d'absents, pour la dernière épreuve avant les championnats du monde. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il y avait quand même pas mal de temps. Donc, hormis les malades, j'avais un peu du mal à expliquer autant d'absents à Chonard. Oui, là, je pense que. Après, en fait, ceux qui manquent, alors peut-être pas les Rettenegger qui sont en forme, et Röhrl, là, je ne sais pas non plus qu'il est très en forme, mais les Allemands qui étaient pas là, Frenzel, Rydzyk, c'est parce qu'il leur en manque aussi, hein. Ils jouent pas le podium actuellement, donc on a
les trois meilleurs du général, là, Oftebro, Lamparter, Schmidt, qui se tiennent de près, qui étaient là. Donc, c'était pas du tout une Coupe du Monde au rabais, hein. Même si c'est les noms qui manquaient étaient clinquants. Et après, une fois qu'on est pris dans l'enthousiasme d'une épreuve, alors là, on y pense, mais pas une seule seconde. Je me le suis noté ce que tu viens de dire en préparant le podcast, mais sur place, on est dans la course et finalement, il restait que des grands noms quand même. Il restait Grabac, il restait les meilleurs du général. On avait les Français qui rajoutaient ce piment, d'ailleurs, qui se font un sprint final entre Laurent et Matteo, 8e et 9e, qui est vraiment sympa. Et du coup, j'ai pu les voir après l'arrivée, donc pas d'enregistrement, mais échanger un peu avec eux. Ils étaient très accessibles et très sympas. Ils étaient contents de leur perf. D'ailleurs, ils avaient annoncé après le saut viser le top 10 et ils avaient conscience qu'ils pouvaient y arriver. Et en même temps, on sentait un peu de frustration. Ils disent, ah, les gougnafiers, on va dire, pour rester poli, il y en a qui sont restés un peu cachés, qui leur ont fait le sprint et compagnie. On sentait qu'ils avaient de l'ambition et ça va prendre tout son sens quand on va débriefer dimanche, quoi. Parce qu'il y avait de l'ambition Exactement. ce week-end. Ouais, et puis comme tu l'avais dit dans les interviews, on a senti la perf. Alors, je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose le samedi par rapport au samedi, sinon on va passer au débrief du dimanche. Juste du coup que Gaël, donc, qui a fait 26e, Gaël Blondeau, avec le 25e, du coup, 25e saut et 25e temps de ski, donc une belle régularité. Et Antoine Gérard, qui était parti 39e et a remonté à la 35e place. Voilà, je pense que effectivement, on peut passer au dimanche, mais vraiment une très très belle journée de samedi. Alors, si c'était beau samedi, qu'est-ce que c'était dimanche, quoi. Alors, dimanche, par contre, le temps était maussade, hein. Ah oui, C'est c'est pas vrai le que c'est. même, c'était pas le même ciel bleu. D'ailleurs, tu m'as dit direct, j'ai bien fait d'y aller parce que c'était Ah, purée de poids au saut. ça, c'est ce que Euh, j'ai pensé en allumant ma télé. Et je te cache pas que vu le déroulement de la course, puis on va pas faire le suspense très longtemps, le podium vraiment magnifique de Laurent Ambulé tout à l'heure, ah, j'aurais quand même bien aimé y être, hein. ouais, bon, après, ça aurait pu être la veille. Là, l'avantage, c'est que donc Laurent a fait un saut à 101 mètres qui lui a permis de se placer cinquième. Du coup, devant lui, il y avait trois fondeurs, enfin deux fondeurs plutôt faibles, Mario Zaidel et Yoshito Watabe, et Ryota Yamamoto, qui n'a pas pris le départ de la course. Et du coup, il restait que Lamparter. Donc, Laurent a été en grosse position pour faire le podium. Oui, et il fait vraiment une course. Donc la course, on a Lamparter qui part, bah, on va dire devant, parce que Yoshito tient pas très longtemps, Ryota était pas là. Il part devant et donc il fait sa course tout seul devant. Et derrière, il y a eu un rassemblement, mais beaucoup moins important que samedi. Et surtout, ça s'est vraiment décanté dans les bosses. Et moi, je retiens, mais vraiment, le moment où Oftebro accélère. Et il y a une Mmh. petite cassure qui se fait entre, je crois, Oftebro, Schmid et Ilves. Et Laurent Muller-Thaler, il se décale en pleine côte et il passe Ilves pour raccrocher à Schmid et Oftebro. Et ça, enfin, c'est extraordinaire de lucidité. Il savait que s'il laissait là, les 4, 5, 6 mètres, peut-être 10 en haut de la bosse, il pouvait perdre l'aspiration alors qu'il avait les jambes. Et doubler comme ça, Ilves qui fait podium la veille dans la grosse bosse, plus encore qu'un sprint et tout, c'était vraiment une action enfin, magnifique, quoi. Ah, il y avait ça, et puis après, il bat Schmid, bat Schmidt au sprint. Donc c'est sûr que bon, bah, Lamparter, disons qu'il avait Zaidel et le japonais sur le porte-bagages et qu'il les a lâchés à la régulière. Et ensuite, quand Oftebro a attaqué, c'est vrai que moi je pensais, comme toi, Oftebro, Schmid, je voyais Ilves et Müller tout à l'heure perdre. Et là, ce coup fait qu'il est resté avec Schmid et Oftebro a tenté tant bien que mal de rattraper notre ami Lamparter, qui ce coup-là le bat. Et donc, ils ont fait 1-2 et 2 et 1. Oui, c'est ça. Donc, statu quo général. Et d'ailleurs, à 10 points près, statu quo sur les deux derniers week-ends, en fait, hein. Donc là, Lamparter, il garde sa petite avance. Enfin, c'est 100 et quelques points d'avance. Et c'est vrai que là, ce sprint de Laurent Multaler, en plus, euh, à la télé, du coup, et ça a été vraiment vu au dernier moment. En fait, non, mais sérieusement, il est vraiment en train de battre Schmid, l'Allemand en forme de la saison au sprint. Et alors, la célébration de joie, toute la joie de l'émotion, enfin, tout qui sort, c'était incroyable. Et puis, on comprend tout de suite que toute l'équipe de France se réjouit. Là, sur les réseaux sociaux, depuis 24 heures,
c'est vraiment la fête quand on se rend compte que bah, Laurent, enfin, voilà, il est rayonnant, il est positif tout le temps et que là, c'est vraiment mérité, quoi. Ce podium, c'est un accomplissement. Il le dit lui-même, c'est un rêve qui s'est réalisé. Ouais, et puis bon, bah, ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, Matteo Bo, lui, n'a pas pu prendre le départ du saut à cause d'une disqualification. Et donc, comme tu m'as envoyé là l'Instagram tout à l'heure, je me permets de le citer. Il a été sur le côté de la piste et il a encouragé son pote tout le long pour lui donner l'agnac supplémentaire pour faire le podium, quoi. Ouais, c'est beau parce que bah, Matteo, il est juste dégoûté, en fait. Il joue le top 10 mondial, il est en super forme, il y a aucune raison de penser qu'il aurait fait, une mauvaise performance, donc il aurait joué devant vu la physionomie et il a pas pu donc en plus disqualifié avant le saut, c'est quand même assez rare, il a pas été autorisé à se présenter. Donc c'est vrai que c'est incroyable, le mélange, ces sentiments et il y a que le sport qui peut nous donner ça, quoi. C'est une des plus belles journées du combiné français des dernières années et en même temps, une amertume pour Matteo parce que si on regarde au classement général, bah, il se fait passer par Laurent. Alors je pense que là, il est pas trop amer, mais il se fait quand même passer par Laurent Multhaler et Mm. hem et puis, bah, voilà, il aurait pu marquer des points qui le rapprochaient de Hérola. Yamamoto qui met plus de points. C'est vraiment une mauvaise opération et on peut même penser au classement des nations où, où la France, elle est sur le talon, vraiment, elle est à 8 points de la Finlande après cette épreuve. Et donc, on peut penser, enfin, sans quasiment aucun doute que Matteo Bo aurait mis plus de 8 points sur cette épreuve et que la France aurait pris le quatrième place du classement mondial en arrivant au championnat du monde. Donc, bon, vraiment, amertume personnelle pour lui et puis même pour nous en tant que supporters, c'est vraiment la déception. Là, mais il va rebondir et ça peut aussi le construire au vu de sa jeunesse et des combinards professionnels passent assez rapidement sur ce type de mésaventure. Et à noter la bonne performance de Marco Hainis, qui fait 11e du saut, qui a été longtemps en tête dans le hot seat et qui termine 27e. On sait qu'il est encore jeune et que du coup, en ski de fond, il n'a pas forcément la baraka que peuvent avoir d'autres. Et comme tu l'avais dit, Gaël Blondeau qui refait des points avec une 29e place et donc qui permet de continuer. Et du coup, ces deux-là sont à la bagarre, mais je crois que c'est Blondeau qui a eu le strapontin pour Planitza. En fait, comme pour ce week-end, ils partent à 5 à Planitza, ce qui peut laisser aussi un remplaçant. Et puis, comme il y a du petit, du grand tremplin, peut-être qu'il y aura des sélections internes. Là, sur ce week-end, il y avait quatre quotas. Et donc, Mhm. c'était Marco qui était, on va dire, au repos samedi. C'était, comment dire, il s'était mis d'accord. Le staff avait dit qu'il courrait dimanche. Et c'est Antoine Gérard qui était le quatrième français de samedi qui n'a pas couru dimanche. On verra quand ça se passe à Planitza, mais voilà, et vraiment de les avoir vus, il y a une belle ambiance de groupe. Antoine, il fait 35e. Enfin, voilà, il rate sa compétition samedi et il voit ses copains qui ont fait top 10. Et enfin, vraiment, c'est pas un message sur les réseaux de politesse. Il était content pour eux, ça se voyait, quoi. Et ça, c'est super positif, quoi. Sinon, à noter la déception continue hein, pour Manifest, qui là, depuis quelques week-ends, n'est pas du tout au niveau. Le premier top 10, Jacob Lange, un excellent fondeur. D'ailleurs, on a dit qu'il avait gagné le de samedi et aussi les meilleurs week-ends du frère Oftebro, Einar Luras, qui fait 6e le premier jour et 10e. Et je te laisse mentionner un Américain qui a mis ses premiers points. Oui, 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 tout à fait. C'est un Américain. Ah oui, Niklas Mala, Malachinski, qui avait gagné les Universiades, et que j'étais un des 3 seuls au monde à avoir regardé cette course. Euh, exactement, c'est pour ça que et je pourtant, te j'ai pas l'avais laissé. remarqué. Ouais, merci, merci, mais c'est vrai que j'étais un Voilà, petit peu. 27e le premier jour, 4 points. Gaël Blondeau, on l'a dit, a mis 7 points, ses 7 premiers points de l'année. Et voilà, on a eu les points de Marco Anis. On a eu aussi une très belle performance de Manuel Einkheimer, l'Autrichien, 17e. Donc voilà, j'avoue que quelques absences permet aussi de voir, ou même Terence Weber, quoi, des mecs qui ont fait leur meilleur week-end.
Il y a des places à aller chercher et tu vois, on a vu que dans toutes les nations, là, on parle des Allemands aussi, hein, parce qu'eux, ils cherchaient, leur place pour Planitza, donc c'est pour ça que ce week-end de Schonard a été, très convaincant et intéressant à suivre. Ouais, et au général, donc là, on voit si Feist, il reste, on va dire, pas en forme comme en ce moment, Yamamoto, plus très en forme, et Rolla, bon, il est pas mal, mais les Français, ils peuvent vraiment rentrer les deux dans le top 10, hein, c'est encore pas fini. Il reste 3 épreuves Mmh. après les championnats du monde à Oslo et Lahti, et je te laisse dire quels sont les 3 concurrents qui peuvent encore gagner le classement général à 3 épreuves de la fin. Bah, 3 épreuves, 300 points, donc vous faites vos calculs. On a nos 3 poulains devant, sachant que, Julian Schmid, là, ça commence à être compliqué. Parce que quand on voit la série des Lamparter Oftebro, là, en termes de podium, il faut penser que Oftebro, là, il en est à 5 d'affilée, donc il y a au moins 120 points dans la besace derrière, donc je pense que et Lamparter, c'est pareil. Donc malheureusement, Julian Schmid, je lui donne aucune chance de remporter la coupe du monde à moins d'absence, et de Ouais, 0 pointé, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on a un duel Lamparter-Oftebro avec quand même un bon avantage, hein. Il a plus d'une victoire d'avance pour Lamparter, surtout si après championnat du monde, par exemple, si Rieber est là, Geiger est là, les points seront peut-être un peu plus partagés que maintenant. Et donc, Mmh. avantage Lamparter pour son premier globe, mais Oftebro, qui nous avait ravi, on va dire, les 2, 3 premiers week-ends, qui a eu un gros coup de mou au milieu, est revenu dans la bataille. Et d'ailleurs, il peut regretter son coup de Exactement. mou, mais comme Lamparter avait commencé la saison hors de forme, finalement, euh, Ça s'équilibre. ça s'équilibre, et donc on a vraiment un beau duel. Et je dirais que le jour où Alors à Rieber noter avait quand même, abandonné, ouais, le jour où Rieber avait abandonné, j'étais un peu dégoûté, et là, je suis content du déroulement de la saison, quoi. ouais, non, c'est une très, très belle saison avec 3 concurrents qui se battent. On rentre dans une nouvelle période, donc à vérifier les quotas, parce que, peut-être, il y a une Euh, mise à jour et avec les points des Français, j'ai euh, pas je, l'info, hein, je crois que c'était la mais quatrième moi, place à. ouais, mais je suis pas sûr que ça je suis pas sûr que ça se calcule comme ça. Je Il faut Ah, qu'on peut-être. vérifie. Ah oui, oui, c'est Faut peut-être les vérifier points les sur quotas. la période, ouais, donc Ouais, à c'est voir, ça ouais. et du coup, avec les podiums, on vous tiendra au courant, lors des championnats du monde pour voir qui aura les quotas pour la période. Il y a donc la Scandinavie qui accueillera la fin de la coupe du monde et du coup, on a parlé des hommes, on va passer, aux féminines que tu as pu aussi admirer à Schonard. Ouais, vraiment, bah, de l'élan, des beaux sauts aussi. C'était sympa parce que bah voilà, ces épreuves imbriquées, ça permet que le public est là pour tout le monde. Et Guida Vesvolsen a tout gagné. Je n'arrive plus, je n'essaye même plus de faire du suspense ou des choses. Et là, Non, mais moi, l'avantage d'être sur place, c'est que nous, à la télé, on a vu un contre-la-montre. Et toi, du coup, tu as vu une vraie course avec les autres parce que nous, on a vu que Guida tout le long. c'est Franchement, vrai. Et oui, c'est vrai. Et par exemple, j'étais très concentré dans la course de fond sur la remontée de Ida Marie Hagen qui est partie samedi, mais elle est partie 17e à 2 minutes 49. Et c'était le mmh, TGV Ida Marie, et justement avec un gros suspense par rapport à Lena Broca. Et c'est vrai que c'était sympa parce que ça permet d'avoir l'œil ailleurs. Ah, Guida, elle est là, ouais, je jette un œil sur la boucle. Et je regardais ce qui se passait derrière parce qu'on a eu une course de samedi vraiment intéressante parce que le vent a été taquin, le vent a été taquin en fin de manche, ce qui fait que les habituels, un petit peu 2, 3, 4 du saut, comme Nathalie Armbruster, Irner, CF, et ben là, elles ont plutôt fait 7, 8, 9, ce qui a ouvert des portes à Svenja Würth, bon, très très bonne en saut, ça on le sait, mais aussi à Jenny mmh. Novak et Yuna Kasai qui sont montées du coup sur leur premier podium de la saison. Oui, c'est vrai que, moi, je me suis noté ça, hein, qu'il y a eu un petit renouveau, dans le monde en tout cas le samedi, dans le monde du combiné nordique féminin puisque, de n'avoir ni, Armbruster, ni, Sif ou Ziyech, on ne sait pas comment ça se prononce, si vous le savez, faites-nous, un coucou. Annika Ziyech qui termine, 7e, donc on n'avait pas eu ça depuis le début de saison où, ces 2 filles et puis Lisa Erner par intermittence, se partageaient les podiums.
Et donc, grande joie hein, de Jenny Novak en Allemagne, son premier podium, d'après ce que disait le speaker en carrière. Donc, ouais, c'est bien aussi. Ça fait, ventiler un peu. Yuna Kasai, un bon podium japonais aussi. Une belle course de fond, hein. Elles se sont bien battues, bon, bah, loin de Jenny Novak et Nathalie Armbruster derrière qui se battait avec son rythme là, tout saccadé, tout en cadence et qui n'a pas réussi à revenir, qui fait quatrième, mais qui échoue à 3 fois rien. Et donc, on a eu cette course de Ida Maria-Gun contre Lena Brocard que j'ai suivi tout le long. Et j'ai pu interroger Lena après sa course. Et justement, elle nous parle de Ida Maria-Gun et de ses sensations du moment. Bonjour Léna. Tu viens de finir 11e là, à Chenard. Tu avais Ida Marie Hagen derrière toi quasiment toute la course. Comment tu t'es senti? C'est vrai que Ida, je me suis entraînée avec elle cet été, j'ai même vécu avec elle cet été. Je sais que c'est une super bonne skieuse, donc je savais forcément que c'était un peu une course contre la montre dans le sens où je savais qu'elle allait revenir. Et elle est revenue à la fin, je suis plutôt contente de ma course. Je pense en avoir un peu trop mis en haut de l'avant-dernière bosse. Et derrière, ça a été vraiment dur de finir. Et c'est un peu ça qui m'a manqué aujourd'hui. Après, vraiment, on va dire, sur le tremplin, je suis sur le bon chemin. Ça va pas encore payer pour l'instant, mais je suis quand même beaucoup plus régulière qu'en début de saison. Et j'espère que ça va tourner dans le bon sens. Et voilà, je suis, on va dire, satisfaite entre guillemets de cette 11e place et j'inspire à mieux. Et puis bon courage pour Planitza, bonne chance, on te suivra. C'est gentil. Donc, tu vois, une belle petite anecdote. Je crois que Lena, elle savait que Ida Marie arrivait fort. Elle a tout donné peut-être un peu trop tôt dans la course pour résister, mais elle s'est fait manger. Ouais, mais du coup, en l'absence de Volavchek, elle passe 9e au classement général à égalité avec la Slovène. Et du coup, bon, elle est encore. Il reste plus qu'une épreuve hein, en combiné nordique féminin. Elle a 49 points de retard sur Haruka Kasai, donc la jumelle, ce qui va être assez compliqué à récupérer puisque Haruka fait le top 10. Donc je pense que pour Lena, ça va être une bataille pour la 9e place avec Emma Volavchek, mais il y a de fortes chances, si elle continue à être aussi régulière, qu'elle termine dans le top 10 de la Coupe du Monde, ce qui est une excellente performance pour la jeune athlète. Oui, et on voit qu'elle se donne les moyens. Voilà, elle est allée cet été pendant plusieurs mois en Norvège pour s'entraîner avec d'autres femmes, parce qu'en France, pour l'instant, elle est la seule au niveau Coupe du Monde. Et ça pousse un peu derrière, mais voilà, donc on la soutient. Elle est très sympa, très accessible, comme tous les athlètes ce week-end. Et on a une belle équipe de France de combiné nordique. Là, et le dimanche, Ida Marie s'est vengée puisque elle termine. Bon, c'est toujours Vesvold Hansen qui l'emporte, hein, sa 9e victoire de la saison. Elle avait déjà tout gagné la saison d'avant et quasiment tout gagné la saison. En fait, elle n'a pas été battue à la régulière, on l'avait dit Mm. au début des podcasts depuis le 18 décembre 2020. Donc, Guda, on l'oublie, mais Ida Marie Hagen réussit son deuxième meilleur résultat de la saison puisqu'elle avait déjà fait une 2e place à Lillehammer. Oui, bah, il n'y a pas de secret, elle est partie. Alors, 9e, c'est toujours pas impressionnant au tremplin, sauf que cette fois, elle était qu'à une 14. Et donc là, elle est vite, mais vraiment très, très vite revenue devant. Et bon, elle fait 40 secondes de moins, même 45 secondes de moins que Guida Vesvold-Hansen. Alors, comme on le dit à chaque fois, on ne sait jamais vraiment si elle est à fond ou pas, Guida. Mais en tout cas, Oui. Ida Marie Hagen, si elle part, là, en vue des championnats du monde, c'est-à-dire si elle part à moins de 45 secondes de la deuxième, elle peut prendre la médaille sans trop de suspense. Et il resterait qu'une troisième place avec un peu les candidates du moment. C'est Nathalie Armbruster qui a fait son premier podium à Chonard, quasiment à domicile, à quelques kilomètres de son club du Knibis. En fait, là, il y avait vraiment Mhm. partout des affiches Nathalie, Nathalie. On sentait vraiment qu'elle était à domicile. Il y avait ses amis qui étaient présentes. Et voilà, elle était aussi dans une épreuve très particulière pour elle. Voilà, on a forcément Annika Sieff qui, si elle saute très bien, peut vraiment aller prendre la médaille. Et puis on a voilà, par exemple Yuna Kasai qui fait encore quatrième dimanche, donc un très bon week-end. Ouais, Celle je te qui fait... confirme que Kazaï avait déjà fait des podiums. C'était son 3e podium. Elle en avait fait 2 la saison dernière.
Ramsau et à Haute-Paix. Donc, elle n'avait pas fait de podium depuis décembre 2021. Une troisième place aussi. Et voilà. Et Lena 10e cette fois-ci, après un 11e un 11e saut. Et elle échoue à quelques secondes de Svenja Würth. On s'est dit qu'elle pourrait la reprendre. Elle avait 1 minute à peu près à reprendre sur Svenja Würth, qui est vraiment beaucoup plus sauteuse que fondeuse. D'ailleurs, c'est une ancienne sauteuse spéciale. Mais Mmh. elle n'a pas réussi à l'avoir et elle se contente de la 10e place. Mais comme on a pu l'entendre, je pense qu'elle est déjà satisfaite de son niveau du moment. Exactement. Et puis, je ne sais plus si tu veux encore dire un mot sur Chonard ou il y a juste eu une OPA. Alors, je vais donner très très vite les résultats avant de passer au saut. Non, sur Chonard, voilà, vivement l'année prochaine. J'essaierai de venir cette fois-ci, hein. Ça serait. Quand même, ça avait l'air très sympa. Donc, une OPA à Harakov, Feu Harakov, on connaît bien pour ceux qui suivent le saut. Victoire d'un Tchèque à la maison, c'est Jiří Kovalinka qui a gagné devant Paul Walcher qu'on avait vu au championnat du monde junior, hein, c'est ça, ou au Fauge, je ne me rappelle plus lui. Le Les deux. Walcher, Les deux. les deux. Et troisième, l'Allemand Richard Stenzel. Il y avait pas mal de Français, je les donne très rapidement. 14e, Lilian Tréant. Toc, toc, toc. 29e, Lubin Martin. 35e, Rémi Ottenmeier. Et 48e, Tom Penet. Ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, la victoire est revenue une nouvelle fois à Jiří Konvalinka devant Richard Stenzel. Et donc là, Paul Walcher était 6e. Et c'est Samuel Lev, lui aussi un Autrichien. Comme dirait la RATP, il y a un Autrichien peut en cacher un autre, la SNCF. Je ne sais pas lequel. Et les Français, une nouvelle fois, Lilian Tréant, de nouveau le meilleur Français, il est 18e. Et derrière, on retrouve Rémi Ottenmeier, 34, Lubin Martin, 36, et puis Tom Penet, 49e. Tu dis les femmes ou je les Ouais, enchaîne? non, vas-y. Je pense qu'on dit Ottenheimer s'il nous écoute, Rémi, Non. on dira mieux la prochaine fois. Et juste Exact. que le Jiří Kovalinka, Ouais. c'est un très très bon sauteur parce que là, il a gagné les deux épreuves en étant premier du saut et en ayant des 25e temps de fond ou 20e temps de fond. Et donc ça doit être un très très bon sauteur. Chez les femmes, bah oui, on retrouve, je vais le dire parce qu'on a ma chouchoute du moment. Donc Exactement. on a vu Greta Pinzani être sur le podium les 2 jours, mais c'est pas elle qui a gagné, c'est Teja Paveč, une jeune Slovène qui aussi était une très bonne fondeuse, avec chaque fois le meilleur saut et bon, un temps correct de fond. Et donc Greta Pinzani deuxième et troisième, on a eu une autre italienne, c'est intéressant, hein, la jeunesse italienne, Giada Belugan samedi, et à la troisième place une Allemande, une deuxième place dimanche, Anne Ekel. Et on avait une Française engagée, c'est Romane Beau qui a pris la 8e et la 12e place. Et il leur reste une épreuve à Rastbüchel au mois de mars pour l'OPA Oula. féminin. Alors là, je suis incapable de te dire où c'est, quoi. J'ai regardé avant l'épreuve, avant le Ah, podcast, parce que par curiosité, c'est aux confins de l'Allemagne et de la Bavière et de l'Autriche, pas loin de Berchtesgaden et Salzbourg en gros. Et c'est un petit tremplin, c'est ok. un HS 78. Et on a en tête chez les femmes du classement général, du coup à 2 épreuves de la fin, bah, Greta Pinzani. Voilà, Ah, bravo à ça va elle. être serré. Mais elle a que ouais, 26 points d'avance sur la Slovène qui est très en forme. Et chez les hommes, c'est Paul Walcher qui a gagné. Là, chez les hommes, c'est fini l'OPA en combiné. On avait en deuxième place Marco Hennis qui avait gagné les 4 OPA du mois de septembre. Première, Et première. Richard Stenzel Après, qui. il était en Coupe du Monde, hein. Il l'aurait gagné, hein, parce qu'il le battait, je crois. Oui, 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 sans problème. Donc, l'OPA combiné nordique qui est fini chez les hommes et il reste un week-end chez les femmes. On vous tiendra évidemment informé. Et du coup, on l'a pas dit, mais chez les femmes, il reste aussi donc un week-end à Oslo avec les hommes après les championnats du monde. On a fini là le combiné. Oui, on a fini avec le combiné et c'était vraiment un week-end magnifique. Évidemment, les moments partagés avec les athlètes à Chonard voilà, sortent de l'ordinaire et font très très plaisir. On les remercie encore pour leur sympathie.
Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et participer ainsi à faire connaître le podcast. C'était Psy, le podcast de tout le combiné.